En janvier 1943, ma mère, qu'avait été chercher sa fidèle alliée des jours difficiles, put enfin venir nous retrouver. Pour éviter tout contrôle, elles passèrent à vélo, à un lieu convenu et à une heure précise. Quelques jours plus tard, son oncle, prévenu par les gendarmes d'une arrestation imminente, eut juste le temps de s'enfuir et vécut avec sa femme 9 mois, caché dans un cellier sombre et humide. Ma mère fut à nouveau près de nous. Il y avait plusieurs mois que nous étions quittés. Quand elle réapparut, on alla se blottir contre elle. Elle nous serrait très fort et pleurait. On ne parlait pas. Ma sœur lui dit tout simplement « Tu en as un beau turban », comme si rien ne s'était passé, pendant cette longue séparation que ces cauchemars ne cessaient pourtant encore de rappeler. Je me souviens qu'il y avait alors du mimosa chez les fleuristes et que ça sentait bon. Nous habitions désormais tous les trois dans un petit pavillon hébergé par cette même famille qui avait accueilli et aidé ma mère. Nous y sommes entrés de nuit et nous y sommes restés quelques semaines comme au secret. Devant la fenêtre de la rue, un paravent avait été placé pour que même nos ombres ne puissent être entrevues. Aucun soupçon ne devait éveiller les voisins quant à notre présence. En l'absence de notre hôtesse ou de son fils, la lumière n'était jamais allumée. Nous devions remuer le moins possible, éviter le bruit, les cris, les pleurs ou les rires. Nous parlions tout bas, ce qui était devenu une habitude. Nous n'habitions pas vraiment cette petite maison, mais nous la hantions comme des fantômes. Il y avait un jardin où nous ne devions pas aller de peur d'être vus ou entendus. On restait tout le temps dans la cuisine, pièce isolée, où ma mère nous faisait faire beaucoup de dessins et nous racontait des histoires. Dans la rue, on entendait de temps en temps des bruits cadencés de bottes sur le trottoir. C'était le passage des patrouilles allemandes. J'appréhendais toujours l'arrêt soudain de ces pas qui me faisait penser à ceux qui m'avaient terrorisé la nuit de notre arrestation. Pour contourner la réglementation relative à l'approvisionnement auquel nous n'avions pas droit, en raison de notre situation irrégulière, celui qui avait déjà fourni à ma mère sa fausse carte d'identité nous procura de fausses cartes d'alimentation. La nuit, on nous apportait aussi des produits de la campagne, des légumes, des œufs ou de la viande, et du bois pour la cuisine et le chauffage. Souvent, les hurlements nocturnes des sirènes nous réveillaient en sursaut, précédant parfois les bombardements qui nous effrayaient, et dont les objectifs étaient une importante gare de triage et un dépôt de munitions. Pendant ce séjour, j'ai été malade. Je suis devenue tout jaune, des pieds à la tête, avec le blanc des yeux également coloré. Un médecin au courant de notre situation particulière est venu. Avec ce fréquent sentiment de culpabilité qu'ont les enfants atteints par la maladie, je suppliais de ne pas retourner au camp. Lorsque j'avais conscience de ne pas avoir été sage ou d'avoir été désobéissant, j'adressais aussi à mon entourage la même supplication, en y associant toujours ma sœur. Nous ne voulons plus retourner au camp, jamais plus, nous ne recommencerons pas. Mais les souvenirs qui lui étaient attachés s'imposaient souvent. Je parlais de mon oncle et des petits papiers qu'il avait mis dans mes poches. Je répétais que là-bas, ma petite sœur avait eu froid, très froid, et que je la recouvrais avec mes vêtements. Je guéris de ma jaunisse. Dans l'attente de notre prochain départ, vers une nouvelle destination et pour nous préparer à nos nouveaux rôles, on nous a appris des prières. Je récitais « Je vous salue, Marie, pleine de grâce ». Mais je trouvais beaucoup plus drôle de dire « Je vous salue, Marie, pleine de graisse et de beurre ». Cette parodie de la prière nous faisait rire, et ma mère aimait beaucoup nous entendre rire, même s'il fallait le faire le moins fort possible, en nous mettant la main devant la bouche. Le temps passait, l'hiver s'achevait, mais la nuit semblait ne jamais finir, quand une lueur d'espoir inattendue et réconfortante perça soudain l'obscurité. Ma mère fut informée qu'une carte postale de l'un de mes oncles était arrivée, adressée à un ami, celui-là même qui nous avait conduits, ma sœur et moi, 6 mois auparavant au départ de notre voyage forcé. Sur cette carte, datée du 4 avril 1943, rédigée au crayon en langue allemande, il écrivait « Mon cher ami, je t'écris du camp de travail où je me trouve. Je suis en bonne santé et bien portant. Le travail n'est pas dur et la nourriture est bonne, tout à fait suffisante et bien préparée. Comment vas-tu? Es-tu toi aussi en bonne santé? Je t'adresse toutes mes amitiés. » La carte portait 3 timbres représentant le profil d'Hitler, surchargé d'un cachet postal indiquant que l'envoi avait été fait de Berlin
le 28 avril 1943. 2 autres tampons étaient apposés, l'un circulaire à l'encre rouge, représentait une croix gammée surmontée d'un aigle, émanant du service de la censure du commandement supérieur de l'armée, l'autre notifiant, en lettres violettes, réponse exclusivement par l'intermédiaire de l'Union du Reich des Juifs en Allemagne, Berlin, Charlottenburg, 2, Kanstre, 1888. L'adresse de l'expéditeur était Birkenau, Haute-Silésie, Allemagne. Birkenau, que ma mère nous traduisit approximativement par un endroit où poussaient des bouleaux. Birkenau, joli nom dont la résonance bucolique semblait en faire un lieu de séjour rassurant. Par la suite, plus jamais aucune nouvelle ne nous fut transmise, et la lueur progressivement s'éteignit comme une lointaine étoile qui meurt. Au printemps 1943, nous avons quitté la ville pour nous réfugier dans un petit village le long d'une rivière. Dans les champs et au bord des chemins, il y avait partout des coquelicots. Par hasard, cette localité se situait dans le même département et à quelques 70 km de celle où nous vivions avant. Le risque de rencontrer quelqu'un pouvant nous reconnaître et nous dénoncer n'était pas négligeable, mais la possibilité de s'y installer était en fait une chance qu'aucun argument ne pouvait faire refuser. Nous étions toujours accompagnés par cette jeune fille, dont l'aide nous a été si précieuse. Elle devait repartir, mais elle resta pour éviter d'éventuelles représailles que l'attitude de son père pouvait faire craindre. Celui-ci, en effet, astreint au service du travail obligatoire en Allemagne et alors en permission, refusait d'y retourner pour participer à l'effort de guerre allemand. Nous avons été reçus par son oncle et sa tante, qui tenaient une épicerie, puis, grâce à eux, hébergés par les instituteurs de l'école privée catholique. Du jour au lendemain, en même temps que de lieu, nous avons changé d'identité. Nous avons emprunté à la fiction d'autres origines, un autre passé et même une autre religion. Celle-ci fut attestée par un simulacre de baptême, auquel le curé du village, qui était un des très rares au courant de la vérité, s'était obligeamment prêté. Cette vérité était un secret entre nous. À aucun moment, malgré notre jeune âge, malgré les questions et situations imprévisibles, nous n'avons failli à cette règle de discrétion que nous savions être vitale. Nous étions censés venir d'une région sinistrée, et notre père était comme tant d'autres, prisonnier en Allemagne. Nous habitions dans une grande pièce attenante à une petite cuisine, au second étage de l'école, au bout d'un dortoir désaffecté qu'il fallait traverser. Pour aller en classe, il nous suffisait de descendre les escaliers. Comme autrefois à la maison, ma mère nous voyait jouer dans la cour. Un jour, en nous regardant, elle vit un officier allemand montrer du doigt la fenêtre derrière laquelle elle se trouvait. En un instant, elle crut comprendre la signification de ce geste. Toute tentative de fuite était impossible. Le piège se refermait. Mais rien ne se passa. Ce qui intéressait cet officier n'était que le clocher du village, dans lequel étaient installées les sirènes d'alerte et vers lequel il pointait son index. Il en était ainsi en permanence. Nous vivions dans une sécurité instable, où le moindre événement imprévu pouvait faire basculer notre existence et donner lieu aux interprétations les plus alarmantes. Un après-midi, à la sortie de l'école, alors que j'allais, avec les tickets d'alimentation, acheter un paquet de bananes sèches et quelques bâtons de chocolat, qui n'en avaient presque que le nom, mais étaient fourrés de bonne crème sucrée blanche ou rose, je rencontrai un soldat allemand qui me prit dans ses bras. Je crus qu'il savait qui j'étais, et sentis la panique m'envahir. Surpris par ma peur, il me reposa à terre. Une autre fois, en me promenant au bord de la rivière, j'eus l'impression de tomber dans le fil étendu d'un détachement de SS stationné dans un champ. Ils étaient en uniforme noir, et sur leur voiture flottait un fanion sur lequel était représentée une tête de mort. J'étais désemparée. J'avais envie de m'enfuir, comme je savais qu'il ne fallait pas. C'était comme si je m'étais soudain trouvée devant une bête féroce, sachant qu'au moindre geste de ma part, elle bondirait sur moi. En souriant, ils me dirent quelques mots que je ne compris pas. J'essayai de sourire aussi, et je continuai mon chemin jusqu'à notre habitation, où je me précipitai en larmes dans les bras de ma mère. Je sais aujourd'hui qu'il s'agissait d'une unité de la 2e division blindée SS Das Reich de sinistre mémoire.
remontant du sud en direction du front de Normandie. Elle fut responsable, le long de son trajet, de nombreuses exactions, dont celle d'Oradour-sur-Glane, le 10 juin 1944, 4 jours après le débarquement allié, où furent exécutés, par balles et par le feu, 642 hommes, femmes et enfants, massacre de la population civile le plus important perpétré dans l'ouest de l'Europe durant la Seconde Guerre mondiale. D'autres scènes se sont ainsi gravées dans ma mémoire, inaltérées malgré le temps. C'était l'été, je dormais dans une chambre d'un rez-de-chaussée donnant sur la rue. La nuit était douce et la fenêtre ouverte. Je fus brutalement réveillée par le bruit caractéristique d'une moto arrêtée tout près, et dont le phare, au travers des persiennes, striait les murs de bandes lumineuses. J'entendais parler fort, indistinctement, mais suffisamment pour comprendre. Le moteur tournait toujours, assourdissant. Dans cette attente interminable, j'osais à peine respirer. Les raies de lumière tremblaient sur le mur, formant les barreaux d'une prison mouvante et imaginaire. Enfin, ils basculèrent et s'effacèrent en même temps que s'éloignait le danger. L'obscurité et le silence revinrent, en vain jusqu'à l'aube. J'attendis le sommeil. J'ai aussi le souvenir d'un autre jour d'été, au cours duquel je jouais avec quelques enfants dans un petit jardin public. Pour une raison que j'ai oubliée, si tant est qu'il y en eût une, l'un d'eux me traita de sale juif, me faisant croire une fois de plus que des rumeurs circulaient à notre sujet. Chaque situation semblable nous bouleversait tous, nous rappelait les risques permanents auxquels nous étions exposés. Mais heureusement, le plus souvent, nos journées étaient celles de tous les autres enfants qui nous entouraient. Le matin, nous descendions ensemble l'escalier pour aller à l'école. Je m'amusais du claquement rythmé que faisaient sur les marches mes galoches à semelles de bois. J'avais un cartable brun en carton bouilli, dont je ne voulais jamais me séparer. Avant de commencer la classe, nous nous mettions à genoux sur les bancs solidaires de nos pupitres pour réciter la prière. L'hiver, à tour de rôle, nous allumions le poêle à bois, qui était au milieu de la classe et d'où partait un long tuyau coudé qui traversait toute la pièce. Quand on avait bien travaillé, on nous distribuait des bons points que l'on échangeait ensuite contre des images pieuses. Parfois, l'un de nous revenait avec des poux et nous devions subir le traitement classique par la Marie-Rose, poudre antiparasitaire, l'eau vinaigrée et le peigne fin. Pour la fête des mères, qui venait d'être instituée, la maîtresse nous avait fait faire un portefeuille en papier cartonné jaune, cousu avec du ruban rose. Sur la couverture dédiée à maman, j'avais dessiné, au porte-plume et à l'encre violette, un brin de muguet, une fleur et un petit train de 3 wagons tiré par une locomotive dont la cheminée était surmontée de volutes de fumée. Sur le premier wagon était inscrit sucre, sur le deuxième café et sur le troisième beurre, produit de restriction par excellence. À l'intérieur, sur une carte orange, j'avais écrit de ma plus belle écriture. J'aime maman, qui promet et qui donne tant de baisers à son enfant, et qui si vite lui pardonne toutes les fois qu'il est méchant. Le jeudi, il n'y avait pas d'école. On allait au patronage avec un jeune abbé que l'on aimait bien, et qui nous faisait jouer en plein air au ballon, au béret ou à Colin-Maillard. Il nous emmenait parfois faire des promenades ou des pique-niques dans la campagne. Quand il faisait mauvais, on restait à l'intérieur d'un local vétuste, souvent froid, qui ressemblait à un petit garage, et à notre grand plaisir, on assistait dans le cliquetis de l'appareil et le clignotement de l'image à la projection muette d'un film de Zig et Puce. Chaque année, le jour de la Saint-Joseph, qui était le patron de notre école, tous les enfants étaient invités au château. C'était loin du village, mais on y allait à pied et en rang, souvent en chantant. On jouait dans le parc immense, et la châtelaine, qui était une vieille dame, nous offrait des gâteaux et à chacun un sac de billes. C'était un véritable événement. Tous les dimanches, et certains autres jours, selon les circonstances, j'étais enfant de chœur. Vêtue tout de rouge et de blanc, les cheveux débordant d'une petite calotte, je servais la messe. J'étais très fière d'assumer cette fonction, que je considérais comme honorifique. J'avais l'impression de jouer un rôle important, dans un grand théâtre de pierre, au milieu d'un public recueilli et déjà convaincu de la valeur de notre spectacle dominical. À la sortie de l'église, les gens disaient souvent à ma mère que je ressemblais au petit Jésus. C'était sans doute un compliment, et les choses étant ce qu'elles étaient, ça la faisait sourire. Parfois,
Quand le prêtre énumérait les noms des saints et qu'il fallait répondre « Priez pour nous », on répondait « Cuisse de grenouille » avec un air de circonstance, et ça nous faisait pouffer de rire, bien à l'abri des regards du curé et de l'assistance. Il y avait aussi les mariages, où tout le monde était gai, mais où certains pleuraient quand même, les baptêmes d'où l'on revenait avec plein de dragées, et les enterrements. On était alors habillés de noir, et après la messe, on marchait longtemps jusqu'au cimetière, parfois sous la pluie, dans le froid ou la neige, derrière un cheval caparaçonné de noir. On portait d'une main un cierge très lourd, que j'appréhendais toujours de faire tomber. Au quotidien, nous vivions très simplement, économisant au mieux l'argent que 2 des oncles de ma mère nous faisaient parvenir par des voies détournées. Malgré cela, comme autrefois à la maison, ma mère essayait de temps en temps de nous préparer des repas de fête. Elle avait un livre de cuisine dont le titre était « Manger quand même », contenant entre autres des recettes de faux beurre et de fausse huile. C'était l'art de l'illusion au service de l'art culinaire, le règne du navet, du rutabaga et du topinambour. On aimait bien le goût de ces plats, comme celui des figues et des bananes sèches, dont nous ignorions la saveur naturelle. Mais notre préférence allait invariablement au rituel pain perdu, doré, moelleux et saupoudré de sucre. Les mois passaient avec toujours l'espoir que la guerre finisse et que nous nous retrouvions tous ensemble comme avant. Je pensais souvent à mes petits amis du camp, me demandant ce qu'ils devenaient. Il y avait toujours les sirènes qui hurlaient, le début et la fin des alertes, lors du passage des bombardiers et alliés. Nous allions dans les caves, où les abris creusaient dans la terre, et recouverts de sacs de sable. Nous avions un vieux poste de TSF qui grésillait, et le soir, nous écoutions Radio Londres. C'était une émission en langue française qui s'appelait « Les Français parlent aux Français ». Elle était précédée d'un indicatif musical dont l'air ressemblait à celui d'un moulin à musique pour enfants. J'étais très intriguée et parfois amusée par les messages qui étaient diffusés. Pour nous, ils ne signifiaient rien. Ils disaient « Le chat a peur des souris », je répète « Le chat a peur des souris », ou « Les tulipes ont perdu leurs pétales ». Mais quelque part en France, il y avait des hommes pour lesquels ils avaient un sens précis. Le soir du 5 juin 1944 fut diffusé un message aussi mystérieux que les autres, complétant un premier diffusé les 3 jours précédents et signifiant que le débarquement allié aurait lieu dans les 48 heures. Le texte mémorable de cette annonce était extrait d'une poésie de Paul Verlaine intitulée « Chanson d'automne » et dont les vers « Les sanglots longs de violon de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone » allaient décider de l'avenir du monde.